Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui après une éternité pour parler du PSG. Pas de foot jusqu'à vendredi dans la Coupe du Monde, donc on retrouve l'actu de notre club qui a continué à s'animer au travers des nombreuses déclarations de Nasser Al-Khelaifi et des rumeurs mercato qui commencent à prendre en épaisseur parce que après la finale de la Coupe du Monde le 18 décembre, on aura 10 petits jours et boum, retour des matchs, de l'équipe première, du mercato d'un seul coup. Il va falloir se préparer et on commence dès maintenant. Alors installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot où vous trouverez des maillots d'excellente qualité, non officiels mais à un très bon prix avec souvent des réductions sur les lots que vous retrouverez en description avec mon code promo qui vous offre 10% sur votre commande. Il y a des maillots de toutes les équipes avec n'importe quel flocage ou badge disponible, vous pouvez l'assortir avec le short qui va avec ou un survêtement. Et en période de Coupe du Monde, c'est valable aussi pour les sélections nationales. Au niveau de la taille, je vous conseille de prendre un peu au-dessus de vos habitudes. Ça taille petit, mais il y en a pour tout le monde. Il y a aussi de la NBA et de la Formule 1. Si ça vous intéresse, tout est en description. Comptez 3 petites semaines pour la livraison qui est gratuite à partir de 79 € d'achat, ce qui équivaut à 3 maillots achetés. Évidemment, les coutures sont excellentes et les flocages résistants si on ne les lave pas à 60 degrés, évidemment. N'hésitez pas à aller y faire un tour et pourquoi pas vos achats. Merci à ZoFoot, c'est eux qui régalent. Sergio Ramos est arrivé tout sourire ce matin au camp des loges pour la reprise avec les non-internationaux, puisqu'hier, Achraf Hakimi l'a vengé de sa non-sélection avec l'Espagne en faisant leur célébration commune du pingouin au terme de cette très parisienne séance de tir au but. Hakimi pour le péno vainqueur et surtout Carlos Soler, Pablo Sarabia qui ont enterré le fameux débat du penalty gate au PSG. C'est bien eux qui vont se présenter devant Mbappé en janvier et lui dire « Mon coco, tu nous laisses les pénaltys, ils sont pour nous ». Bref, trêve de plaisanterie, les Espagnols rentrent chez eux. Les Marocains affronteront le Portugal. Nous, on attend ces fameux quarts de finale. Les Marocains qui rajoutent de l'incertitude dans une Coupe du Monde qui en avait un petit peu perdu. Globalement, ces phases de poule étaient assez folles. On a eu des soirées dingues, mais elles ont respecté dans leur globalité, si on prend du recul, je trouve, la logique pure et dure du foot. Tout simplement, voir la Belgique éliminée, ça surprend qui? C'est une équipe qui est clairement sur une fin de génération. Eden Hazard a mis un terme à sa carrière internationale, sur une pente descendante. L'Allemagne, pareil, ça fait quelques tournois qu'il peinait, c'était quand même à moitié prévisible. Ce tournoi de la Coupe du Monde qui a donc un petit peu retrouvé de sa logique. Mais le Maroc qui vient me contredire dans tout ce que je viens de dire, parce qu'ils ont quand même éliminé l'Espagne. Alors, fallait pas s'enflammer après la victoire 7-0 contre le Costa Rica. Globalement, évidemment, Luis Enrique a adopté pour une approche structurelle face au déficit d'individualité. Si tu veux faire une analyse simpliste, l'Espagne n'a pas Neymar pour le Brésil, Mbappé pour la France ou encore Hakimi pour le Maroc. Voilà, il y avait un déficit de talent cruel qui a poussé Luis Enrique à tout axer sur les circuits de passe, la structure, pensant que le décalage allait se faire par voilà, des passes qui au final se sont retrouvées complètement stériles. C'est dommage parce que c'est un entraîneur qui avait une approche complètement différente lors de son Barça, vous me direz bien sûr. En termes de talent, c'était autre chose, mais il y avait quand même plus de verticalité. Là, son Espagne a été très très ennuyante hier. Et c'est plus que mérité pour les Marocains, même si les Espagnols, très culottés, leur ont reproché le fait d'avoir mis le bus. Bref, bon, dans tous les cas, Mbappé prépare son quart de finale contre l'Angleterre. Il n'était pas à l'entraînement collectif hier, mais aujourd'hui, il l'a repris, nos problèmes. En Angleterre, il fait la une de tous les journaux. C'est le danger numéro 1. On apprend que ça fait 2 ans que Southgate et ses adjoints bossent sur un plan anti-Mbappé au cas où il le rencontrait en tournoi. Alors ce plan, il devrait être axé sur Kyle Walker déjà, qui revient de blessure. Il n'a pas joué, je crois, depuis 2 mois. Il a joué contre le Sénégal. D'ailleurs, sur la première demi-heure, il a un petit peu peiné par moments sur certaines phases face à Ismaïla Sarr, même si après, les Sénégalais sont complètement effacés. Voilà, donc retour de blessure, peut-être pas dans des conditions idéales. Et leur but, c'est de mettre sur le côté de Mbappé un joueur très offensif pour jouer de son manque d'apport défensif. Bon, moi je pense que Mbappé va faire son match, et surtout, là où les Anglais se trompent, moi je mets une petite pièce sur l'autre côté en fait. Parce que Kyle Walker, ok, peut-être qu'il va réussir au moins jusqu'à la 50e, 60e à museler Mbappé la plupart du temps, mais je pense qu'à gauche, il y a chaud.
Luke Shaw qui va prendre, je pense, une sauce d'Ousmane Dembélé. Et surtout, je l'espère. Bref, on va voir ce que ça va donner. L'Angleterre et le Brésil sont pour moi les deux équipes qui me font le plus peur pour l'équipe de France. Parce qu'à la limite, bon, l'Espagne, on l'a vu, ils sont éliminés. L'Allemagne, Belgique avaient trop de défauts. Croatie, pareil, il y a quelques défauts. L'Argentine, Argentine-Pays-Bas, c'est typiquement le quart de finale. Alors Messi le prépare évidemment. Mais c'est deux équipes qui ont quand même des gros défauts. Deux équipes bien imparfaites, quoi. Ça se voit très clairement. Donc on a hâte de voir qui va être la moins imparfaite, disons, de ces deux équipes. Il y a Neymar qui a retrouvé les terrains face à la Corée du Sud. Bon, en tant que supporter parisien, pas trop content de l'avoir vu jouer autant. Il a marqué, bien évidemment. Il a pris aussi le trophée d'homme du match. Super. Mais bon, il risque de revenir en 1000 morceaux en janvier. Donc voilà, face à la Corée du Sud, ils se sont amusés, les Brésiliens, comme le Portugal de Vitinha face à la Suisse, sans Ronaldo sur le banc, bref, fin de carrière, qui moi me provoque de la peine plus qu'autre chose. Hein. Ça me fait clairement pitié de voir Ronaldo dans cet état-là. Mais d'un autre côté, bon bah voilà, hier soir, Gonzalo Ramos te cale un triplé. Et puis, il y a une force offensive au Portugal qui est absolument extraordinaire. Pour la petite anecdote, sur mon petit prono, c'est eux que j'ai mis en tant que en vainqueur. J'ai tenté un coup, on verra, ça passe dans tous les cas, si nous, face à l'Angleterre, ça marche, par une revanche en demi-finale, mais on verra bien. Bien sûr, on est pour les Bleus avant tout. Vitinha, qui était d'ailleurs titulaire lors de la défaite contre la Corée du Sud, c'était vendredi, mais pas contre la Suisse en huitième de finale. C'est dommage parce qu'il avait fait un bon match, il s'était montré à son avantage. Bon, comme je l'ai dit pour le PSG, c'était jour de reprise pour Ramos, Hugo Ekitike, qui lui était revenu déjà depuis quelques jours, Warren Zaïre Emery, pas de Verratti, Donnarumma, qui eux ont joué des matchs amicaux début novembre avec leur sélection internationale de l'Italie avant de prendre des vacances. Verratti était tranquille avec Jessica, ils sont allés en Jamaïque, il a vu Paul Pogba, bref, il a fait un petit peu le tour du monde. Et il devrait revenir pour reprendre l'entraînement 1 et surtout pour prolonger son contrat. Tous les médias s'accordent à dire, c'est bon, c'est fait, prolongation jusqu'en 2026. Il va signer, c'est super. 2026, période où il aura 34 ans. Je suis pas sûr que ce soit le genre de joueur qui va pousser jusqu'à 37-38 ans. D'abord parce que il en a peut-être pas les capacités physiques. Bon bref, dans tous les cas, c'est pas Zlatan Ibrahimovic, c'est pas Ronaldo. Même si depuis qu'il est marié avec Jessica, on voit que c'est la femme de sa vie, il est beaucoup plus régulier sur le terrain, donc ça c'est tant mieux. Comme Ousmane Dembélé depuis son mariage en décembre 2021. Ça j'y crois. C'est vraiment un truc dont j'y crois, les footeux qui trouvent la femme de leur vie. Donc ça fait plaisir de le voir prolonger, peut-être qu'il nous laisse tout simplement sa fin de carrière, voilà, avec ce long contrat jusqu'en 2026. Et bien sûr, on souhaite une Ligue des Champions d'ici là, une association aussi avec un gros milieu, quoi. On a hâte de voir ce que ça va donner, ce milieu, pour la seconde partie de saison. Mais là, pour l'instant, à l'instant T, il y a un fait, le PSG ne rayonne pas dans ce secteur à la Coupe du Monde, quoi. À part Vitinha qui a fait un bon match contre la Corée du Sud, il n'y a personne. Alors, on peut regretter le fait que Verratti ne se soit pas qualifié avec l'Italie. On peut aussi dire que plus globalement, c'est pas vraiment la Coupe du Monde des milieux, quoi. Ils ne sont pas montrés à leur avantage, hein, à part évidemment Bellingham et le Duc. Je ne parle pas de Bouba, mais Adrien Rabiot. Bref, dans tous les cas, on espère que Marco Verratti restera jusqu'à la fin. Le mercato d'hiver. Nasser a dit, on a besoin de personne. Une déclaration qui m'a fait tilt, parce que Campos a annoncé en septembre que le mercato d'été était loupé, donc tu pouvais déduire une volonté de se reprendre cet hiver. Surtout que la Coupe du Monde va ouvrir plein de dossiers. Là, vous avez vu, ça commence. Là, l'équipe tendance, c'est le Maroc. Voilà. Leurs joueurs sont associés à un petit peu tout le monde. Il y a Liverpool, il y a Bellingham bien sûr. Ça c'est le joueur le plus médiatisé et c'est de lui qu'on va parler dans cette vidéo. Je pense que cette déclaration de Nasser, c'est un moyen de s'enlever la pression. Voilà, arriver sur le marché des transferts à tâtons, tranquille, en disant nous on a besoin de personne. Si on signe quelqu'un, c'est parce que le club en face remplira les conditions et pas parce que nous on jouera les pigeons. D'autres prolongations, surtout au sein du club, en cours. Presnel Kimpembe. Alors, son début de saison n'était pas mauvais, mais c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu quand même. Attends, mi-septembre, mi-octobre, mi-novembre, putain, 4 mois. Ça va être 4 mois sans jouer pour Kimpembe. Ça fait quand même beaucoup, 4 mois. Bon, on va voir, mais dans tous les cas, bien sûr que
Une prolongation se fait attendre. Messi, bon, vous connaissez mon avis, hein, début novembre avant la Coupe du Monde, là, il était annoncé à l'Inter Miami, ça y est, c'était fait. Au final, son entourage a démenti. J'y crois, parce que depuis toujours, on sait très bien qu'il attend la fin de la Coupe du Monde pour se prononcer sur son avenir et puis peut-être aussi se tester lui-même, en fait. Parce que jusque-là, il était vraiment focus sur cette échéance. Comment va être son état d'esprit après? Est-ce qu'il va pouvoir continuer à jouer à la Ligue des Champions? Et surtout pour nous, je pense qu'il faut attendre la double confrontation contre le Bayern hein, pour voir ce qu'il va nous pondre dans ce match-là en Ligue des Champions. Vraiment, hein, parce que voilà, Messi, moi, vous savez très bien que je l'attends au tournant en Ligue des Champions, sans pour autant avoir une grande confiance en lui. Hein. Moi, vous savez que n'y a que un petit peu le duo Neymar-Mbappé qui est une valeur sûre chez moi dans mon état d'esprit. Bon, concernant ce qui a fait des éclats l'été dernier, le duo Campos-Antero-Henrique. Nasser a tranché. Je ne vais pas le cacher, il y a eu des problèmes entre eux. Chacun est entré dans le travail de l'autre. Super. Bon, Antero, c'est lui qui dégage. Super. Encore une victoire du clan Mbappé. Il va continuer à bosser avec QSI, vous inquiétez pas, il a ses entrées à Doha, mais je crois qu'il va bosser auprès de Braga que QSI a à 22%. Je crois qu'ils ont pris 22% du capital de Braga. Donc, dans tous les cas, il dégage de l'environnement PSG. Je pense très sincèrement que cet été, il a été à l'origine de plusieurs dossiers qui ont échoué. Milan Skriniar, je crois que ça se voit comme le nez au milieu du visage que Antero ne voulait pas le signer. Il a fait le tour des restos de Milan dans les négociations. Il a fait ses meilleurs avis TripAdvisor. Mais sinon, quand il s'agissait de rajouter 10 millions sur 50, il n'y avait plus personne. Donc voilà, je pense qu'il a aussi ses torts, sans compter sur les espèces de prêts qui nous a manigancés, qui vont tous revenir hein, en juin. Là, la tendance, Paredes à la Juve, je vois pas comment il pourrait y rester. Wijnaldum à la Roma, pareil. Sa blessure, je crois que ça s'est encore éternisé. Il n'y a que finalement Icardi, c'était le pire. Icardi à Galatasaray, qui avait retrouvé une petite pente ascendante avant la Coupe du Monde, parce qu'il était en rupture avec Wanda. Problème, depuis, il est revenu avec. Donc, est-ce que ça va jouer sur ses performances? On rappelle que c'est le facteur X de sa carrière. On verra bien. Bon, par contre, il y a une vraie interrogation. Qui va remplacer Antero Henrique? Parce que Luis Campos, à ce que je sache, n'a jamais fait tout seul, en fait. Il a toujours eu besoin de ce mec négociateur pour les contrats, les chiffres et tout ça. Donc, on va voir qui va rejoindre le PSG, quelqu'un de l'environnement Campos, quelqu'un de l'environnement Nasser, un célèbre avocat, je ne sais pas. On va voir, hein, mais dans tous les cas, ça va être quelque chose de très important avant de penser à recruter des joueurs. Bon, pour justement les joueurs, je commence, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, hein, je pense que le feuilleton de l'hiver, ça risque d'être Joao Félix, qui fait une bonne Coupe du Monde, mais de toute façon, c'était plus que prévisible. Hein. Là, Cholo Simeone est complètement humilié par les performances de Félix avec le Portugal, surtout Griezmann avec les Bleus. Donc dans les médias, le PSG est annoncé en pole position, mais il n'y en a qu'un pour qui l'intérêt est très concret en fait, puisque c'est tout simplement Nasser qui l'a annoncé, c'est Jude Bellingham. Nasser à Sky Sport a dit, bon, il en a fait toute une éloge, je vous passe les détails, il a dit « tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher » quand on lui a posé une question sur un possible intérêt du PSG. Donc oui, le club est positionné sur Bellingham. Jusque-là, les médias ne parlaient pas de nous. Hein. Alors il y a un espèce de storytelling, Manchester City avec Gundogan qui ne devrait pas prolonger. D'ailleurs, il est annoncé, on l'a eu 2 ou 3 fois avant le début de la Coupe du Monde, la rumeur Gundogan au PSG. Il y a Liverpool qui veut rajeunir son milieu. Le Real idem, même si ils ont remplacé Casemiro par Tchouaméni l'été dernier, il y a quand même Modric et Tony, même si bon, ils vont encore rester peut-être 2 ans, 2-3 ans, faut penser à l'avenir. Chelsea, alors Kanté va partir, mais plus globalement, même si c'est pas le même poste que Bellingham, au milieu, il y a un petit besoin. United, bref, il y a une demande qui est absolument extraordinaire. Un nombre de clubs sur le joueur qui est délirant. Et donc le PSG qui s'y engouffre officiellement par Nasser, tout simplement. Hein. Donc il a un contrat jusqu'en 2025, à Dortmund bien sûr. Pas de clause libératoire, comme avec Erling Haaland. Et le prix, c'est difficile. Hein. Le Borussia, c'est pas prononcé. Ça varie vraiment. Alors, moi, je dirais, de tout ce que j'ai lu, je pense 90-150 millions en termes de fourchette. Bon, il y a quand même 60 millions d'écart. Mais pour être plus précis, je pense qu'il pète la barre des 100 millions. Il y a tellement de clubs qui sont intéressés. Il fait une belle Coupe du Monde. Là, le monde est en train de le découvrir. La France va faire de même samedi soir, je pense. Bien sûr, on ne souhaite pas qu'il nous écrase. Hein. On est derrière Adrien Rabiot. Mais dans tous les cas,
C'est quelqu'un qui a un talent absolument générationnel, un crack génialissime. Il y a la jurisprudence, Dele Alli, Jadon Sancho par exemple, hein, parce que ces derniers temps, les Anglais, ils sont bons à 19-20 ans, puis après, à 23-24 ans, ils ont complètement disparu. On espère que pour lui, ce ne sera pas ça, mais il a l'air quand même de mettre une tempête à tous les autres cracks de ces dernières années, en termes de talent, et surtout en termes de mentalité. Le mec est déjà il fait partie des seconds capitaines de Dortmund et il a déjà eu le brassard à 19 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quand tu l'écoutes dans les médias avec les supporters, il est exemplaire, une mentalité énorme, une assurance surtout aussi avec ses coéquipiers. Tu le vois sur le terrain, il n'hésite pas à parler. Bref, un gros leader, c'est absolument extraordinaire. Je pense que son entourage, je ne les connais pas, mais de ce qu'on en voit et entend, il est plutôt bien entouré. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte. Et puis surtout, bien sûr, en termes de profil, la question, c'est pas qu'est-ce qu'il sait faire, mais qu'est-ce qu'il ne sait pas faire, tout simplement. Moi, ces dernières années, il n'y a qu'un seul joueur qui m'a provoqué les mêmes sensations que Jude Bellingham. C'est Paul Pogba quand il a éclos à la Juventus. Aucun autre joueur me fait cet effet-là, me fait dire en fait, mais il sait tout faire ce garçon. Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? C'est pas possible. Tous les autres cracks avaient un petit côté restreint. Tu vois ce que je veux dire? Tous les autres cracks, soit ils sont trop frêles, soit ils peinent à se projeter, soit défensivement c'est plus compliqué, soit ils ont besoin d'un cadre, une structure collective très précise, un entraîneur très précis. Quand ils partent de leur club formateur, c'est plus compliqué. Lui, il sait se projeter, il fait des statistiques, son appréhension de la surface est exceptionnelle, il met carrément une tête contre l'Iran, les passes décisives pareil. Il est grand, alors là, mais physiquement, 19 ans, le garçon, déjà il est fini, il est athlétique, c'est-à-dire puissant, explosif, il est rapide, il a des appuis qui sont très toniques, les changements de rythme exceptionnels sur toutes les parties du terrain, quand il faut jouer reculé sous pression, quand dans le dernier tiers, il faut faire une différence individuelle parce que la défense en face est regroupée. Le pressing, il sait le faire, il a un super volume de jeu, de course, une très belle lecture pour bien se positionner. Il est capable de jouer, alors il a joué à droite d'un 4-4 de losange, il est capable de jouer en double pivot, on le voit, la complémentarité avec Rice c'est absolument fantastique dans cette équipe d'Angleterre. Moi il me fait un effet absolument incroyable. Et si tu le suis depuis avant la Coupe du Monde, tu sais très bien que toutes les qualités qu'il montre là au Qatar, c'est des qualités qui lui sont innées. C'est pas un joueur de tournoi, Bellingham. Non. C'est ça la différence avec Pogba, c'est que je suis persuadé que ce n'est pas un joueur de tournoi. Sur la durée, il va faire très très mal. Et c'est justement tout le problème. T'as l'impression qu'il n'a pas de défaut. Donc finalement, son principal défaut, c'est quand ça va aller moins bien, comment il va gérer. Parce que bien sûr, il va y avoir des moments, des échecs dans sa carrière, des périodes de moins bien. Comment il va réussir à s'en sortir, à gérer tout ça? On peut aussi citer des petits sauts de concentration aux abords de sa surface, qui parfois conduisent à des occasions de l'adversaire. Mais rappelons qu'il a quand même que 19 ans, il est encore plus jeune que Nuno Mendes. C'est absolument incroyable. Bref, voilà, Jude Bellingham. Je pense sincèrement, c'est très difficile pour un Anglais de s'expatrier. Je pense qu'il va retourner en Première Ligue. En plus, selon les dernières informations, c'est Liverpool le favori et sa famille les privilégierait au Real Madrid par exemple. Je pense qu'il ira là-bas, mais le PSG doit tout faire pour le faire venir. Alors vous me direz, oui, mais avec quel argent? Écoutez, avec cette histoire de vente d'une partie du capital, là, j'ai l'impression que pas cet hiver, mais l'été prochain, parce que la vente sera bouclée, je pense, en seconde partie de saison, ça va le faire, tu vois ce que je veux dire. Là, aujourd'hui, on a des comptes qui sont en déficit. Un Qatar qui a balancé 300 milliards sur leur Coupe du Monde, qui va leur en rapporter une quinzaine ou une vingtaine, je crois. Bon, bref, ils ont fait ça à perte, mais complètement. Même si ça leur rapporte, bien sûr, sur d'autres points, mais pas financièrement. L'objectif, vous l'avez tous vu, ça a fait les gros titres, c'est de vendre 10 à 15% d'un capital estimé à 4 milliards selon Nasser Al-Khelaifi. Donc je pense que le club va en gros faire rentrer 350 millions minimum sur l'exercice comptable de cette année et donc pouvoir investir l'été prochain. Moi je pense que si on boucle 15%, la vente de 15%, il y a moyen que ça y aille fort sur le mercato prochain. Voilà. Surtout qu'on va avoir
de vrais enjeux, hein. Je ne sais pas si on se rend compte. Messi, est-ce qu'il va prolonger? Donc s'il ne prolonge pas en termes marketing et puis surtout sur le terrain, il faut animer un petit peu ce côté droit qui en manque cruellement de créativité, sans Lionel Messi. Et encore, même avec, il délaisse Achraf Hakimi. Et puis Mbappé, hein, on n'oublie pas les fameuses rumeurs de départ de mi-octobre, là, avant le match contre le Benfica. Il sera qu'à un an de la fin de son contrat, donc la saison prochaine. Enfin en juin là, donc voilà, le remplacer, ça va parler sûrement d'Osimhen, Raphaël Leao, ça devrait être très animé. Moi je mets vraiment une grosse pièce sur un mercato hivernal calme, mais avec du mouvement. Je pense que Campos va nous signer des joueurs. Est-ce que c'est bien ou pas? Je sais pas, voilà, ça risque d'être des joueurs par défaut, mais pour l'été prochain, j'ai confiance en mon club si on boucle l'espèce de vente d'une part du capital. Et de toute façon, c'est ce qu'il faut faire, hein. City l'a fait de toute façon pour pouvoir assainir les comptes et puis permettre d'avoir plus de marge de manœuvre. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao les amis, prenez soin de vous avant tout et puis on se retrouve très vite.